sur un corpus qui est rédigé dans plusieurs langues différentes, qui ne sont pas le français. Et la traduction est une question majeure que je rencontre dans l'écriture de ma thèse. Donc aujourd'hui, je voudrais profiter de cette occasion qui est finalement assez rare de parler des soucis que pose la traduction en elle-même, tout en la reliant quand même à la première interrogation plus importante et plus large. Je vais présenter rapidement mon corpus pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors, je vois ma présentation uniquement là-dessus, donc je serai obligée de regarder l'écran au lieu de vous regarder à vous. Alors, comment ça marche? C'est bon. Je travaille donc sur un corpus de témoignages des combattants de l'armée austro-hongroise. Alors, l'Empire austro-hongrois comptait comptait 12 langues officielles. Je ne travaille pas sur les 12 langues officielles, ça serait impossible. Donc je travaille sur 3 langues. Sur le tchèque, qui est aussi ma langue maternelle, sur le slovaque, qui est difficile à définir, on pourrait dire que c'est ma langue étrangère maternelle, et sur l'allemand que j'ai appris. Donc c'est une langue étrangère. Ici, vous pouvez voir rapidement la composition linguistique de mon corpus. J'en arrive rapidement à l'autre type de description. Cette fois-ci, c'est la description sociale ou sociologique du corpus. Ce qui est intéressant, notamment sur la partie tchèque de mon corpus, du corpus que j'ai constitué, c'est une proportion relativement forte, relativement importante des témoins issus des milieux disons, à faible capital social et culturel. Donc on peut le voir ici avec les résultats d'une statistique sur le niveau d'éducation acquise avant l'expérience de la guerre. Donc vous voyez quand même que le pourcentage des personnes qui n'ont reçu que l'éducation élémentaire ou début de l'éducation secondaire sont relativement importantes. On peut le voir peut-être un peu mieux ici. Bien sûr, le niveau de l'éducation reçue est reflété par les profils professionnels des témoins. Ici, de nouveau, vous voyez une représentation assez importante des témoins des classes populaires ou de ce qu'on peut appeler la petite bourgeoisie. Donc je renvoie aux catégories introduites par Christophe Charles, qui sont assez communément utilisées. Si vous regardez la dernière colonne, vous pouvez voir la comparaison avec le corpus français. Donc vous voyez notamment que la représentation de ce que Christophe Charles appelle fraction intellectuelle est nettement moins importante dans le corpus tchèque. Ici, c'est un autre visuel qui permet de mieux saisir encore cette particularité du corpus tchèque. Donc, vous voyez, grâce ou à cause de ces chiffres, je suis amenée à traiter des témoignages, des expressions, des narrations qui très souvent ne sont pas rédigées dans une langue qu'on pourrait définir de langue standard. Alors, il y a plusieurs impacts. Un impact tout à fait direct, c'est que certains témoignages qui ont été rédigés de façon naturelle, spontanée, ont déjà subi des corrections avant la publication. Donc ça, c'est un des premiers cas. De nouveau, ici, juste rapidement, un petit problème de la traduction. C'est assez compliqué, par exemple, de faire sortir ou de présenter dans la thèse un document de ce genre-là. Si si le public est tchécophone, si le public comprend le tchèque, on peut introduire le document tel quel. S'il faut le traduire pour le public français, de suite, c'est très problématique. Donc, mais j'en parlerai
davantage tout à l'heure. Donc ça, c'est un autre exemple de correction éditoriale dans un témoignage proposé par un ancien combattant. Alors, je ne vois rien. Maintenant, venons-en à la question propre de la traduction. Je sais que c'est une question finalement assez technique, mais il me semble qu'elle a un impact réel sur l'écriture du récit historique. Donc, bien sûr, vous avez les deux cas de figure que vous connaissez tous. Si vous disposez des témoignages qui sont dans la même langue que la langue de sortie, que la langue de votre travail, vous reprenez les citations telles quelles. Si, par contre, les citations, les sources sont rédigées dans une autre langue, il faut proposer au lecteur qui ne maîtrise pas cette langue originelle une traduction. Ici, c'est la personne qui traduit qui devient elle-même un acteur finalement de la narration de cette expérience. On peut dire qu'un traducteur est toujours, en tout cas en partie, le co-auteur de la narration. Donc ici, il joue le rôle oui, on peut dire de médium entre donc, la personne qui témoigne et le public. Il faut qu'il opère un certain nombre de choix. Bien sûr, il les opère par rapport à une certaine méthodologie de traduction, mais ces choix, bien sûr, ne sont pas sans conséquences. L'impact de la traduction est forcément différent selon la nature de source dont on dispose. Effectivement, pour traduire des récits assez factuels, la médiation de la traduction ou du traducteur n'a pas un impact si important. S'il nous faut par exemple relever l'information qu'un tel régiment a perdu un tel nombre de gens pendant la bataille de ce jour-ci, là la traduction pose relativement peu de problèmes. Si on aborde les récits, et mon collègue je crois il a très bien expliqué, les récits qui sont subjectifs, qui sont intimes, ou même finalement les témoins se mettent d'une certaine manière à nu, de suite c'est beaucoup plus important. Chaque nuance peut être porteuse de toute une grappe de sens, de références culturelles spécifiques qui est très difficile de traduire. Oui, bien sûr, c'est une petite typologie des cas auxquels nous pouvons être confrontés, mais ce n'est peut-être pas le plus intéressant. Juste dans mon cas, donc je travaille principalement sur des sources qui sont rédigées dans ma langue maternelle ou dans une autre langue étrangère pour les traduire encore dans une autre langue étrangère. Alors ce qui se pose comme problème ici, c'est même mes propres limites en français qui est aussi une langue étrangère. C'est bien sûr différent pour quelqu'un qui, au contraire, travaille sur les sources qui sont en langue étrangère et qui les retraduit dans sa propre langue maternelle. Quand on est face à ce problème, nous avons bien sûr deux possibilités. Alors je pense, et selon moi c'est la possibilité optimale, c'est pour ça aussi que je vous ai posé la question, on peut recourir à un traducteur ou un interprète dans le cas d'une enquête orale professionnelle. D'une certaine manière, ça dédouane le chercheur lui-même de la responsabilité de la traduction. Il travaille sur des textes qu'il reçoit qui sont déjà traduits. Donc bien sûr, vous savez tous que les services des traducteurs sont très très chers, donc ce n'est pas à disposition des doctorants normaux, disons. Donc bien sûr, j'ai assumé cette tâche aussi moi-même avec toutes les limites dont je suis bien consciente. Alors, quels sont, maintenant, parlons directement des obstacles rencontrés dans le processus de la traduction, quels sont les différents problèmes? Donc, tout d'abord, nous rencontrons, comme nous l'avons vu dans les petits extraits que j'ai montrés au début, une compétence linguistique imparfaite. Donc, les témoins qui font des fautes d'orthographe, comme moi d'ailleurs, il doit y en avoir sûrement, mais aussi qui n'utilisent pas de ponctuation, donc parfois c'est assez compliqué à comprendre ce qu'ils veulent dire, mais qui
emploient aussi, par exemple, des constructions syntactiques très compliquées, qui déjà, dans la langue originelle, sont très compliquées à comprendre. Alors, comment reproduire ça maintenant dans une langue étrangère? C'est un défi, c'est un vrai défi très compliqué. Il y a bien sûr d'autres types de particularismes. Le cas des dialectes que vous avez évoqué, donc même au sein d'une population assez restreinte, donc les Tchèques, je crois qu'ils sont autour de 6 millions à peu près avant la Première Guerre mondiale, vous rencontrez tout un ensemble, toute une panoplie de dialectes locaux. Alors bien sûr, par définition, les dialectes sont quelque chose qu'on ne peut pas traduire en français. Vous pouvez juste penser aux tentatives de traduction de Bienvenue chez les Ch'tis en tchèque. Je les regardais, ça n'était pas du tout réussi. Donc, dans le sens inverse, ça opère aussi. Donc, bien sûr, je suis amenée à traduire les dialectes dans une langue française standard. Mais le public français qui va ensuite lire mes travaux n'aura pas du tout la même aperçu des particularités d'origine que ce que moi j'ai eu en lisant mes témoignages. Donc, bien sûr, il existe l'aide, l'outil note en bas de page, où on peut expliquer toutes ces particularités. Or, il faut quand même constater que le fait de lire une citation dans un dialecte, on comprend de suite que c'est dans un dialecte, donc la personne tchèque va comprendre de suite. Et cette compréhension fera appel ou provoquera tout un tas de références culturelles de façon automatique. Si un public français voit juste une petite note, alors donc ce témoignage est rédigé dans un dialecte de la partie sud de Moravie, bon, ça ne va pas lui parler. Donc on perd justement tout un ensemble de métadonnées assez intéressantes. Et bien sûr, il y a aussi la question des registres spécifiques, par exemple des vulgarismes. J'ai combien de temps à peu près? Encore 6 minutes, parfait. Donc je vais essayer de vous montrer quelques exemples concrets, tout en insistant sur le fait que même là, je me suis heurtée sur le problème de la traduction. Car je voulais vous montrer donc les citations en tchèque, puis les façons dont je les ai traduites en français, mais comme je pense qu'il y a personne qui comprend le tchèque, finalement je pense que ça n'aurait pas eu d'utilité. Donc j'ai essayé de faire différemment. Oui, donc ça, je l'ai déjà évoqué. Oui, je parlais donc des dialectes régionaux. Je peux parler d'un autre phénomène qui est spécifique à l'armée austro-hongroise, qui était par définition une armée composite, une armée avec 12 langues officielles et beaucoup de dialectes parlés. Alors pour que les gens se comprennent du moins approximativement entre eux, ils ont créé une sorte, ou ils ont créé plutôt la langue, ce type de langue de communication s'est créé de façon assez spontanée, une sorte de lingua franca militaire pour communiquer ensemble. Les témoins tchèques l'utilisent abondamment. Cette langue militaire partagée a cette particularité qu'elle reprend beaucoup d'expressions allemandes, car la langue allemande, c'était la première langue, c'était la langue de la famille impériale et de l'administration impériale. Alors déjà, nous avons le petit problème dans les témoignages, que certains témoins écrivent ou orthographient correctement les mots en allemand. Beaucoup de témoins proposent juste une transcription phonétique. Donc déjà, pour la même expression, nous avons plein de transcriptions phonétiques différentes. Ici, vous avez quelques exemples de ce procédé pour que vous ayez au moins une petite idée de ce que cela représente. Bien sûr, quand on a traduit une citation truffée par ce type de mots, il est très difficile
de le transposer en français. Donc, toujours avec entre crochets le commentaire obligé, mot venant de l'allemand, mais qui n'est pas orthographié correctement, etc. Donc, bien sûr, ça explique. Mais le lecteur français, en voyant ça, n'aura pas du tout la même compréhension du texte que le tchèque qui est confronté à ça et qui connaît en plus, donc par la lecture même des romans militaires, qui connaît ce type de parler. Donc ça renvoie automatiquement à certaines choses, à la connaissance du fait que finalement la langue allemande avait été dominante avant et donc beaucoup de mots ont été repris. Et aussi sur le fait que par exemple les témoins qui orthographient correctement les mots en allemand devaient connaître l'allemand, au moins un minimum, alors que ceux qui recourent à une transcription phonétique comprenaient ces mots, mais ne connaissaient pas l'allemand. Donc c'est une information que moi je vois directement, alors que le public français, le lecteur français, n'aura pas accès à cette information. Ensuite, donc ça c'est un cas particulier que j'ai rencontré, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, que j'ai rencontré dans les témoignages, c'est le registre très vulgaire. J'ai un certain nombre de témoins qui ont laissé des journaux intimes qui s'expriment de façon très très vulgaire. Alors là aussi, la question se pose. Déjà, il faut trouver dans une langue étrangère, qui en plus n'est pas ma langue maternelle, des vrais équivalents. Donc je pense que tout le monde a fait la même expérience. On dispose d'un éventail d'insultes et de vulgarisme toujours beaucoup plus grand dans sa langue maternelle que dans toutes les autres langues. Donc déjà, il faut trouver un équivalent qui couvre plus ou moins le champ sémantique du mot d'origine. Donc j'ai pris un exemple qui n'est pas d'ailleurs si vulgaire que ça, mais c'est par exemple le mot tchernopredelník, qui est utilisé abondamment dans les témoignages des témoins notamment socialistes tchèques. Donc c'est un mot très péjoratif qui désigne un curé ou un représentant de l'église, l'aumônier du front par exemple. Pourquoi tchernopredelník? C'est quelqu'un qui a le cul noir. Effectivement, ça fait allusion aux habits noirs portés par les représentants de l'église catholique. Alors, qu'est-ce qu'on m'a conseillé? J'ai consulté une personne très compétente à cet égard, que certains connaissent. Donc, qu'est-ce qu'on m'a conseillé? Donc, par exemple, curaillon, cureton, qui seraient donc des insultes, des appellations péjoratives des curés en France. Alors, je ne connais pas le français si bien pour estimer finalement la proximité de ces deux expressions péjoratives. Bien sûr, dans ce cas particulier, il y a aussi le sentiment qu'on pourrait appeler une certaine pudeur du chercheur d'écrire des grossièretés dans son travail. Alors, je trouve que ce problème n'apparaît pas si on conserve la citation d'origine. Effectivement, on prend l'extrait du témoignage, le public français, s'il a un problème avec ça, peut aller vérifier l'extrait. Ici, je sais que le public français, d'une part, ne pourra pas aller vérifier l'extrait, et d'autre part, vu que le traducteur est toujours en partie co-auteur, ils vont se demander mais pourquoi il a employé un mot si vulgaire dans ce texte? Est-ce que c'était vraiment réel? Donc, c'est une problématique assez intéressante à ce sujet. Donc, j'arrive à ma fin. Pour conclure, donc c'est plutôt pour ouvrir le débat. J'attends toutes vos suggestions à cet égard. Donc, je dirais que la traduction est bien sûr une question technique, et pourtant, elle a une vraie incidence sur le tissage du récit historique. Donc, elle module finalement, pas tellement le texte lui-même, mais toutes les métadonnées qu'on peut comprendre directement à partir d'un texte. Et elle intervient donc par là même dans la lecture de la source et dans l'interprétation de la preuve qui est administrée par le chercheur. Je vous remercie. Merci Elena pour cette présentation très intéressante. Deux questions que je me pose. Vous avez évoqué la compétence langagière
ou linguistique imparfaite des témoins ou de certains témoins qui est, à vos yeux, un élément intéressant à relever. Est-ce que cette imperfection de niveau de pratique linguistique, de compétences linguistiques, est-ce qu'elle est due au niveau d'instruction? Est-ce qu'elle est due vraiment au profil socio-professionnel? Est-ce qu'elle est à prendre en compte là-dessus? Puis deuxième question, en termes de traduction, vous dites à la fin qu'il s'agit d'une question technique. Ne serait pas plutôt une question culturelle, sociale, liée à mon avis à la compréhension, à l'analyse, au décryptage des praxis sociales et culturelles dans les 2, voire 3 mondes peut-être différents, qui voient un peu la réalité différemment. Merci. Concernant la compétence linguistique ou langagière des témoins, oui, c'est fortement lié au niveau d'études accompli notamment à ce moment-là. Donc nous nous situons pour la Première Guerre mondiale au début du XXe siècle. Pardon. Donc effectivement, le niveau d'instruction impacte directement la façon de s'exprimer. Donc j'ai pu reconstituer le parcours de la majorité de mes témoins et on voit nettement la corrélation entre le niveau d'instruction, la profession exercée et la façon de s'exprimer. Bien sûr, ce n'est pas, comment dire, cette corrélation n'est pas toujours parfaite. Il y a un certain nombre de témoins qui sont autodidactes, qui lisent beaucoup, bien que leur niveau d'instruction originel n'est pas très élevé. Mais si on suit les résultats d'une étude quantitative, oui, c'est quand même le niveau d'instruction qui conditionne la faculté de s'exprimer. Et concernant la traduction, oui, j'ai dit technique, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce que vous avez dit, sur ce que représente la traduction. Ici, j'ai dit une question technique par rapport au travail d'historien. J'ai l'impression, peut-être, elle est partagée, peut-être pas, que les historiens ne prennent pas vraiment mesure de ces enjeux. Et donc, je pense que c'est important de relever cette question. Enfin, c'est pour ça aussi que j'ai voulu présenter aujourd'hui ici. Mais bien sûr, après, il y a toutes ces dimensions, oui, de transposition des différents imaginaires. Bonjour Elena, merci pour cette intervention. J'aurais 3 questions aussi. La première, c'est sur le format de tes témoignages, puisque, bon, il y aurait une question sur le corpus, mais on en parlera à un autre moment, je pense que c'est pas vraiment le lieu. Plutôt sur les exemples que tu nous as montrés, on voit donc des brouillons, en fait, corrigés, parce qu'on comprend. Donc, est-ce que le format du témoignage ne joue pas aussi dans les questions que tu te poses, parce que, évidemment, quand on a affaire éventuellement à des journaux intimes ou à une correspondance, bon, ça ne va pas être une correspondance, on ne corrige pas une correspondance comme ça, mais ce n'est pas les mêmes problèmes de traduction. Donc, la question, c'est plutôt sur est-ce que ton corpus, parce qu'il y aurait des journaux intimes, par exemple, ou des formes de brouillons, ne poserait pas encore plus de problèmes, puisqu'on est encore plus loin de la langue standard, qui est celle de la publication. Enfin, la publication amène forcément un filtre, on va dire, ou une forme de correction. Deuxième question tu as parlé de la langue militaire, et moi, je n'avais pas compris au début, je pensais que tu parlais du fait que l'institution militaire est déjà une institution technique qui a aussi un langage à part. Hein, et d'ailleurs, comprendre le 14-18, par exemple, pour un novice, c'est déjà comprendre tous les implicites de cette institution-là. Il y a un langage particulier. Et donc, effectivement, la question n'est pas uniquement une question de traduction nationale ou traduction de langue à l'autre, mais aussi de compréhension de langage spécialisé au sein même d'une société. Et donc, je pense que là, du coup, on se rend compte effectivement que
la question n'est pas uniquement celle de dialecte, donc de parler locaux, mais aussi de manière codée différente de parler la même langue. Bon. Donc, et la troisième question, enfin c'est plutôt une remarque en fait d'ailleurs, il me semble que, et c'est intéressant par rapport à ce qu'a dit aussi avant Mohamed, c'est que quand tu dis le traducteur, une forme de co-auteur, alors tu dis médium, c'est pas le même sens de la narration. Alors je crois effectivement, il peut avoir un sentiment d'un monopole en fait. Enfin, il est objectivement même en situation de monopole par rapport à la restitution de la parole de l'enquêté. Puisque toi, tu vas, enfin, alors selon les conditions de réception, tu vas parler à un jury de thèse déjà français, francophone en partie, pas seulement peut-être, et donc, en tout cas, tu vas faire en français, et donc tu seras la seule à savoir exactement ce que disent ces témoins dans leur langue d'origine. Et en fait, tout ce que tu as dit, tu as dit à un moment on perd des métadonnées, ok, les métadonnées c'est intéressant comme image, mais et tu as dit une note de bas de page, bon on va la lire, mais je crois qu'il faut la faire cette note de bas de page. Et même à la limite, et c'est là que c'est très compliqué, pour lutter contre ce monopole qu'on a, enfin que vous avez, mais c'est pareil pour Mohamed, il faut encore plus contextualiser, encore plus réfléchir aussi aux conditions sociales de réception de cette traduction. On n'a pas le choix. Alors, sinon, ce sont des formes de naturalisation. Effectivement, dire oh, j'ai eu recours à un traducteur qui a traduit ça et ça veut dire ça, mais on perd des choses. Alors, en fait, c'est valable pour toute situation de communication. Je peux penser que ce que je suis en train de dire ici ne serait pas compris par quelqu'un qui serait complètement dans le champ littéraire, par exemple. Enfin, littéraire parce qu'il y a des notions, champs coalition de réception, qui ne seraient pas comprises. Donc, de toute manière, c'est valable pour toute situation de communication, ça. Mais évidemment, c'est accentué, et c'est ça qui est intéressant, c'est accentué quand il y a un contexte national différent. Et je pense que l'enjeu, il est vraiment là. C'est-à-dire qu'il est dans l'explicitation des conditions de réception des données, de leur transformation, transformation pour la discussion scientifique aussi. Hein. On ne peut pas discuter scientifiquement si on n'a pas accès aux données. Donc ça ne fait qu'accentuer, enfin je voudrais avoir tout sentiment par rapport à ça, qu'accentuer en fait un problème qui est général, quoi. Alors, la première question, donc, sur le format des témoignages. Les brouillons que je vous ai montrés, c'est un cas assez singulier. En principe, je travaille donc soit sur les témoignages qui ont été publiés. Alors, les circonstances, les conditions de publication étaient assez différentes. Donc, il y a des publications dans des grandes maisons d'édition d'après-guerre, d'où, par exemple, ce type de brouillon, parce qu'effectivement, dans les archives, j'ai pu retrouver un carton relatif à la publication d'un grand recueil de témoignages avec toutes ces corrections éditoriales, toutes ces traces d'intervention éditoriale. Mais bien sûr, pour la plupart des témoignages, je ne dispose pas de ce type de matériaux. Bien sûr, il y a aussi des publications à compte d'auteur, puis il y a des publications récentes, car en République tchèque, comme ici en France, on assiste à une forte recrudescence de l'intérêt pour le témoignage à partir des années 90. Donc ça aussi, souvent, parfois ce sont des publications sans aucune intervention, on peut dire très amateurs, très peu professionnelles. Parfois, au contraire, ce sont des publications avec l'appareil de notes, une analyse, enfin, un commentaire scientifique, etc. Et sinon, bien sûr, je dispose d'une partie de témoignages que j'ai retrouvés dans des archives, des manuscrits, des journaux authentiques, mais aussi des transcriptions. Donc effectivement, les formats sont très variés. Et bien sûr, la forme du format, si je peux dire, le format entre toujours dans le cadre de l'analyse, effectivement. Mais bon, je ne l'ai pas développé ici car ce n'était pas le propos principal de mon intervention. Concernant le langue particulier de l'institution militaire, c'est tout à fait vrai. Oui, effectivement, c'est un problème, je pense, qui se pose même dans la communication entre ceux qui connaissent l'institution militaire et le commun du mortel, si on peut le dire facilement. Mais cette problématique est accentuée, comme tu as dit, par cette situation spécifique où la langue officielle, la première langue de l'institution militaire austro-hongroise était l'allemand, qui n'était pas forcément la langue maîtrisée par tous les combattants. Sa connaissance était obligatoire pour tous les officiers,
mais pas pour les hommes de troupe. Donc effectivement, il y a eu des cas où des soldats étaient dirigés ou étaient soumis aux ordres proférés dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. D'où l'apparition de ce type de lingua franca traduisant ce langage particulier. Ce langage est assez connu, je dirais, dans la population tchèque moyenne, grâce aux films, beaucoup de films de guerre, beaucoup de romans comme Le brave soldat Schweik qui sont très très connus. Donc nous, on connaît à peu près ce type d'expression. Mais bien sûr, pour quelqu'un, même pour des personnes peut-être très, très jeunes aujourd'hui, elle sera incompréhensible. Et concernant ta dernière remarque, oui, je suis tout à fait d'accord. Le seul inconvénient de ceci est que j'ai l'impression que dans ma thèse, je ne fais qu'expliquer tout ceci. Et parfois, il y a aussi le problème d'estimer correctement les connaissances du public. Heureusement, j'ai eu l'opportunité d'assister à un grand nombre de colloques où j'ai pu noter les remarques justement du public qui ne comprenait pas sur quoi je me base. Donc j'ai pu le noter, mais c'est sûr que ça peut m'arriver. Il y a des éléments qui sont tellement évidents pour moi que je n'aurais jamais l'idée de les expliquer à un public français. Donc oui, effectivement, il faut y réfléchir, il faut faire un grand appareil critique de notes en bas de page. Et après, il faut le lire, par contre, pour le public. C'est plus une suggestion qu'une question. Justement, en vous écoutant échanger tous les deux et aussi en vous écoutant parler des notes de bas de page, est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir un système d'annotation multicouche, justement, c'est-à-dire il existe des systèmes qui permettent d'annoter des textes. Vous pourriez effectivement annoter, associer des étiquettes aux mots militaires ou effectivement à certains mots intraduisibles, en fait, une expression figée, en fait. Donc, vous pourriez effectivement avoir ce système d'annotation qui pourrait s'ajouter à la traduction littérale que vous feriez, et ces annotations resteraient attachées à votre corpus et comme ça permettrait une lecture aussi à différents niveaux. Donc, voilà. Oui, c'est une suggestion intéressante. Après, c'est peut-être pas une pratique très courante parmi les historiens, mais on pourra peut-être l'envisager. C'est une pratique plutôt en linguistique vrai de qu'on y corpus, pense mais pas par exemple, spontanément, ça se fait, oui, il existe des systèmes comme Gloss qui vous permettent de créer votre jeu d'étiquettes et de définir les segments auxquels vous associez cette étiquette et ensuite qu'elles soient historiques ou linguistiques, c'est la même chose. Oui. Vas-y. C'est très intéressant. Effectivement, je pense que c'est là qu'on peut avoir un dialogue intéressant entre les sciences sociales et les sciences du langage. Par exemple, moi, j'enseigne pas mal la méthode d'entretien et les étudiants sont toujours paniqués par la restitution des entretiens. Et je me suis rendu compte en lisant un article de linguiste que, alors je ne sais pas si c'est une pratique généralisée, mais en tout cas, les linguistes retranscrivaient des entretiens sans aucune ponctuation. Avec par contre des codes, des slash, des trucs, espèces de codes que moi j'ai pas compris par contre. Parce que le problème que vous dites, c'est que il a fallu du temps et que si elle fait ça dans son jury de thèse, les historiens qui sont dans son jury de thèse ne vont pas comprendre. Il faudra mettre un code en plus. Donc à la fois c'est intéressant et en même temps il faut voir un peu tout ce que ça suppose comme transformation de la point de vue des conditions de réception pour que ça marche en fait. Parce qu'une langue ne marche que si... voilà. Donc, mais cela dit, je pense qu'il y a des choses à apprendre parce que moi quand j'avais vu par exemple ces restitutions d'entretien sans aucune ponctuation, alors que nous, on reprend une sorte de langage naturel où on met des points, des trois petits points, des points des points virgules, etc. Ça m'a vraiment surpris. J'ai été estomaqué même. Donc c'est là qu'on peut avoir des formes de, je pense, définitivement d'échanges assez intéressants. Sauf que bon, avant que tout le monde puisse se comprendre, ça va prendre du temps. Mais je pense qu'on a des choses à se dire dans les deux sens d'ailleurs. Mais... Il y a toujours en dehors du système un manuel d'annotation où on explique justement toutes les conventions qui ont été adoptées. Un des grands intérêts de
du système d'annotation, de transcription, c'est aussi de casser l'illusion de transparence. Et ça, dans ce qui a été dit là il y a quelques minutes, il y avait l'idée que certaines choses pouvaient être évidentes quand on pratique la langue maternelle. Et il me semble qu'une des conditions de la recherche et de la transmission de la recherche, c'est justement de casser l'illusion d'évidence, puisque de toute façon, la plus-value de la recherche, ça va être effectivement d'apporter quelque chose de plus à ce qu'on pourrait avoir le sentiment de comprendre directement. Et du coup, c'est vrai que c'est très compliqué, mais pour moi, en deux mots, la grande question aussi, c'est de se limiter à ce qui va être vraiment pertinent pour la recherche. Parce que si on cherche des métadonnées universelles, il va toujours manquer forcément quelque chose, me semble-t-il. Mais par contre, il faut se demander qu'est-ce qui va être utile pour l'objet qu'on veut analyser. Merci pour ton travail. Je partage vraiment les points de vue là, qui ont été posés, à savoir que dans cette opération de traduction, il faut accepter de toute façon qu'il y aura une perte. Ça, mais sinon, les choses vont rester dans leur contexte local et la parole ne peut pas circuler. Donc pour que cette parole circule, il y a une opération de traduction. Il y aura une perte, il faut l'accepter. La question, c'est comment on va faire pour la limiter, cette perte. Et donc, tout le travail de construction là qu'on est en train de discuter, c'est ce travail, justement, qui est intéressant. Et effectivement, comme tu l'as soulevé dans ta conclusion, l'idée est bien de considérer que la traduction n'est pas qu'une question technique. Mais donc, je suis d'accord avec ce que dit François, c'est-à-dire qu'il y a un énorme travail de contextualisation et de transmission d'informations sur ce que la forme, sur ce qu'il y avait dans la forme et qui a été perdu. Et à la rigueur, on parle de notes en bas de page, mais pour moi, c'est du corpus, c'est du texte. C'est-à-dire la traduction, c'est plus que une traduction linguistique, peut-être avec juste des notes de bas de page explicatives. C'est peut-être... on peut écrire des fois des pages et des pages sur ce qu'on apprend dans un extrait et qu'on a perdu justement dans la traduction. Et ce qu'on perd beaucoup dans la traduction, c'est ce que tous les deux vous avez évoqué, c'est le rapport au lieu commun, pas au sens péjoratif, mais de ce que vous partagez. Parce que vous connaissez des lieux, vous connaissez des gens, vous connaissez des chanteurs qui peuvent être invoqués dans un entretien et qui vont faire référence à une culture commune, etc. Donc tout ce champ-là, et qui d'ailleurs souvent peut évoquer aussi, peut faire remonter de l'émotion. Il y a un travail émotionnel aussi qui peut arriver et qu'on va perdre aussi dans une forme écrite, un peu aplatie. Donc on peut aussi se poser la question de comment on en parle dans un texte ou comment on travaille sur d'autres formes de restitution qui vont permettre aussi de faire ressurgir la forme, l'émotion qu'il y avait dans la forme. Et puis, ce que je voulais ajouter aussi, là c'est plus du détail, mais les mots vulgaires comme cul noir, tu cherches une traduction. Moi, j'ai usage de garder plutôt les traductions littérales, même si elles font pas sens dans notre culture. Enfin, moi, quand je traduis des entretiens que je fais à Ouagadougou ou on va au Burkina et en Indonésie, en général, je reste sur les traductions littérales, mais ça, c'est en sociologie. Je ne sais pas du tout comment on peut faire. Pourquoi tu cherches une traduction différente de la traduction littérale? Et puis, je me pose aussi la question des photos que tu nous as montrées, qui sont les brouillons, qui sont des lettres. Pourquoi est-ce que... Enfin, pour moi, c'est un apport d'avoir ça dans un document, comme une thèse ou un bouquin qui est basé sur des témoignages, de voir ces photos. Parce que voir ces lettres, c'est aussi... dans cette forme, il y a aussi la transmission d'une information. Et est-ce que tu peux l'écrire? Est-ce que tu peux la décoder? Est-ce que tu peux en parler quand tu... C'est-à-dire... Parce que
nous, on lit un document qui est tapé à la machine, avec des lettres écrites en noir, de façon très standard, alors que la lecture d'une lettre, justement, elle va faire venir des choses dans la narration, effectivement, qui peuvent avoir lieu, enfin, un lien avec un travail émotionnel, affectif, etc. Et c'est important, je pense, de voir ces lettres. Concernant la traduction des différents mots, c'est toujours compliqué. Je me pose la question pour chaque mot séparément. Est-ce qu'il vaut mieux garder l'image littérale, même s'il n'existe pas finalement en français? Bon, après, c'est vraiment... après, je demande aux Français, je demande à un panel de personnes pour voir ce qu'ils en pensent. Donc, c'est vraiment mot par mot. Donc, là, j'ai pris cet exemple-là, mais il y en a beaucoup. C'est pareil pour toutes les expressions imagées. Il y a des images qui sont plus ou moins universelles dans toutes les langues. Il y a d'autres images qu'on utilise en tchèque. Si je la traduis mot pour mot en français, ça n'existe pas. Alors, soit c'est assez bien compréhensible quand même, l'image en elle-même, mais parfois, ce n'est pas du tout compréhensible. Donc, là, est-ce qu'il faut transposer? Est-ce qu'il faut expliquer ce que cette image veut dire? Mais c'est vraiment cas par cas. Je n'ai pas une méthodologie préconçue pour traiter ce genre de choses parce que justement, je ne suis pas une traductrice professionnelle. Effectivement, les traducteurs professionnels ont accès à ce type d'informations avec des bases justement d'expression, de transposition des expressions imagées. Bon, moi, ce n'est pas mon cas. Et concernant, qu'est-ce qu'il y avait par la suite? C'était quoi la dernière question? Ah oui, par rapport... Ah oui, aux photos, bien sûr, bien sûr. Après, dans la forme finale de la thèse, il y a toujours des photos car il est vraiment important de voir le document original pour justement limiter les pertes. Donc là, même si le public français ne comprend pas exactement, avec mon explication en français et en voyant ces images, il pourra mieux comprendre toute l'importance, toute la profondeur de l'information qui peut être recélée par le document.